C'était l'information attendue du jour avec la publication de la liste des engagés pour l'édition 2025 du championnat du monde d'endurance. Les fans d'endurance attendaient évidemment ce moment avec impatience pour découvrir quel serait l'état des lieux de la grille de départ, et ça sera évidemment le sujet du jour de notre podcast Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Laurent Mercier, Thibaut Villemont qui sont avec moi pour faire le tour un petit peu de cette liste des engagés avec plus vraiment de surprise, messieurs, puisque ça fait quelques jours, plusieurs infos ont fuité évidemment à l'approche de la publication de cette liste, et nous vous avions proposé comme chaque année notre propre liste, et on va faire le tour de ces deux catégories Hypercar et LMGT3. On va commencer tout de suite, messieurs, par l'aspect plus général, avec 36 voitures, 18 Hypercar, 18 LMGT3. La première information, c'est que, comme ce qui était un petit peu attendu avec notamment la problématique autour de Lamborghini, on est un nombre un petit peu moins important que l'an dernier, Thibaut. D'abord pour vraiment un rendu global. Bonjour à tous. Euh, 36 voitures, oui, c'est une de moins que l'an passé en début de saison. C'est autant qu'en fin de saison après le forfait d'Issota Fraschini courant juillet de mémoire, après la première manche après Le Mans. C'était attendu. Alors, on sait que l'MEM avait communiqué en marge des 24 heures du Mans sur la possibilité d'accueillir 40 autos. À cette époque-là, je pense que personne ne s'attendait à ce que Lamborghini ne puisse suivre et ne puisse ajouter une deuxième voiture, et donc finalement se retire, hein, hélas, totalement du championnat du monde d'endurance. Après, on a eu, voilà, il y a eu des volontés. Toujours à cette époque-là, durant l'été, les équipes sont pleines de bonnes volontés et espèrent toujours trouver les budgets nécessaires. On pense notamment à Proton Competition, hein, qui avait pour objectif d'aligner une deuxième Porsche 963. Finalement, il n'en est rien. Il y a pour le coup absolument zéro surprise sur cette liste. C'est d'ailleurs, elle est conforme, c'est un copier-coller de celle que nous avons proposée sur Endurance Info ces derniers jours. Ça n'en demeure pas moins une liste de qualité avec deux Aston Martin qui débarquent, qui remplacent un peu Lamborghini. Une deuxième Cadillac, tout ça c'était annoncé, les équipes ont annoncé leurs pilotes. Globalement, c'est quand même une liste de fort belle facture. Laurent, on peut voir en LMGT3 aussi, hein, pour faire le tour global, que hormis, comme le mentionnait Thibaut, l'absence de Lamborghini, on reste sur quelque chose d'assez classique au niveau des marques. Ouais, salut à vous. Avant toute chose, j'aurais voulu faire un petit aparté parce que tout le monde savait que cette liste allait sortir aujourd'hui et je m'étonne un peu que cette liste elle soit sortie en avance sur le compte X d'un constructeur qui est présent en hypercar, pour pas le citer, qui est Porsche. Je trouve un peu bizarre que le constructeur communique avant tout le monde et que cette liste elle soit tranquillement comme ça sur les réseaux sociaux. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Sinon, par rapport à la liste GT3, la nouveauté, ça reste quand même l'apparition des deux Mercedes en remplacement des deux Lamborghini. Du team Iron Lynx, on garde le même team, mais on fait rouler deux Mercedes à la place des Lamborghini. Bon, on savait de toute façon depuis quelques semaines que le torchon brûlait un petit peu entre le constructeur et l'équipe. Et du coup, on s'est rabattu sur Mercedes, qui avait jamais, de toute façon, caché son intention de venir dès qu'une porte allait s'ouvrir. Mercedes était déjà prêt l'année passée, ça s'est pas fait. C'était le cas d'Audi d'ailleurs, qui ça s'est pas fait non plus. Les premières rumeurs faisaient état d'une apparition de Get Speed, si jamais il y avait une équipe qui devait faire rouler une Mercedes. Get Speed d'ailleurs est présent en Asian Le Mans Series. Et finalement, un retournement de situation, Mercedes sera bien de la partie avec Iron Lynx, avec deux voitures. Et pour le reste, copier-coller, à part le changement quand même d'équipe pour Aston Martin, ou comme on vous l'avait annoncé il y a maintenant pas mal de semaines. D-Station part pour se concentrer plutôt sur ses programmes au Japon, pour laisser place à Racing Spirit of Le Mans, qui revient, parce que l'équipe de la famille Barbier était déjà dans le coup dans le passé en LMP2. Et ça, c'est aussi l'autre nouveauté. Et puis le nom aussi chez Mantei, qui s'appelle plus maintenant sur la Porsche 92 Mantei EMA, mais Mantei First Form, suite à l'arrivée de Ryan Hardwick dans l'équipage. Thibaut, Laurent, on va commencer ce déroulé de la liste des engagés du championnat du monde d'endurance 2025. On va évidemment commencer par l'hypercar. La classe reine est portée par le nouveau règlement hypercar, hein, on vous le rappelle, LMH, LMDH. Principale nouveauté, évidemment, l'arrivée d'Aston Martin avec ses deux Valkyrie, et Harry Tincknell et Alex Riberas qui sont confirmés sur les 007 et 009. L'information également, Thibaut et Laurent, dans la communication d'Aston Martin, c'est que la voiture débutera en WEC, puisqu'elle ne sera pas de la
partie. Aux 24 heures de Daytona, une arrivée qu'on connaissait évidemment, mais un 109 un petit peu dans cette catégorie hypercar avec une composante qu'il faudra prendre en compte, hein, puisque ce sont deux voitures qui ne sont pas hybrides contrairement au reste du peloton. Bon, Aston Martin, ça fait plaisir de revoir le constructeur au plus haut niveau, Laurent. Ah bah c'est sûr, ça fait mais, ce qui fait plaisir et je pense qu'il a déjà ravi les fans, même si on n'a pas encore vu la voiture ou du moins on l'a pas encore entendu, c'est le son. Outre le fait du look et du retour d'Aston Martin, c'est le bruit de la voiture. Elle était en essai à Daytona et on a bien, sur les vidéos qu'on a bien pu voir, le son c'est quand même d'une Aston Martin, c'est quand même quelque chose. On a quand même un son caractéristique et par contre, si on regarde la liste, hein, c'est la seule voiture qui n'a pas de système hybride, donc ça va rajouter aussi un peu plus de complexité pour les officiels de rajouter une voiture LMH, enfin qui répond à la réglementation technique LMH qui n'a pas de système hybride. Maintenant, bon, c'était déjà le cas dans le passé avec Glickenhaus et Van Wall, mais il n'y avait pas il y avait pas le même contingent de concurrence en face. Évidemment, on peut que se réjouir de cette arrivée. Bon, à part le nom du team, hein, parce que Aston Martin Thor Team, bon, tout le monde sait que c'est The Art of Racing, mais le Thor Team, c'est un peu compliqué, mais sinon, c'est une belle arrivée, ouais. Thibaut, Harry Ticknell et Alex Riberas, c'est pas vraiment des surprises de revoir ces deux pilotes inscrits sur cette liste des engagés. Non, voilà, c'est pour vraiment parler de la liste en elle-même. Ces deux premiers pilotes qui sont annoncés, comme vous le savez, en fait, chaque équipe devait à minima annoncer un pilote par voiture. Euh, Ne vous formalisez pas trop, hein, sur la nomination des pilotes au sein de chaque équipe, c'est-à-dire que typiquement, euh, c'est pas parce que il y a Tintin qui est sur la 48 et Docteur et Capitaine Haddock qui est sur la 49 qui vont pas être ensemble, hein. Voilà, il fallait Ah qu'ils bon? nomment un pilote par voiture, ils l'ont fait. Harry Ticknell, hein, c'est pas un secret, pilote officiel Multimatic, on doit la voiture à Multimatic, hein, c'est eux qui l'ont développé, c'est eux qui vont l'exploiter aussi, hein, sous la houlette de George Howard Chappell en WEC. Harry, il a déjà prouvé ce dont il était capable, il a participé aux 4 campagnes de la Ford GT aussi, il a gagné le Mans en P2 en GT et en GTE Pro déjà avec Aston. Et puis après, le reste des pilotes, de toute façon, faut pas, c'est pas des surprises, hein, ça va être des pilotes qui appartiennent au giron Aston Martin GT, particulièrement à The Art of Racing. On sait qu'il y a des Ross Gunn, qui a déjà piloté la voiture, Marco Sorensen, qui clairement a prouvé maintes fois il méritait un volant dans la classe reine. Donc non, c'est pas des surprises. Ce sera vraiment des pilotes maison. Il y en a beaucoup qui s'attendaient notamment à Filipe Drugovich, mais de par son statut de réserviste en F1, clairement, ce sont des programmes qui sont totalement dissociés. Et même si on voit Harry Tincknell fort logiquement titularisé, c'est The Art of Racing qui finance le projet et c'est The Art of Racing qui a le dernier mot sur les pilotes et qui choisit les pilotes. La présence d'Alex Riberas n'est dès lors pas une surprise et encore une fois, les 4 autres pilotes, je pense qu'il faut pas s'attendre à des noms dingues que vous n'avez pas déjà vu chez Aston ou The Art of Racing. Ce qu'il faudra voir, et ça c'est une autre question, c'est est-ce qu'ils reprennent un petit peu le schéma de Porsche en s'appuyant notamment sur des pilotes qui vont aussi faire l'IMSA. Donc, est-ce qu'ils vont avoir un contingent de pilotes de 6 pilotes qui vont tourner entre les deux championnats? Est-ce qu'ils vont décider de faire des trios sur toutes les manches en WEC? Ce sera à voir. Mais bon, déjà, comme tu le disais, Pierre, de manière assez sage, je dirais, l'équipe a décidé de faire l'impasse 24 heures à Daytona pour maximiser le potentiel de sa monture avant l'homologation, puisqu'après, elle est figée jusqu'à fin 2029 en dehors des jokers, donc 5 jusqu'à 27 plus 2 entre 2028 et 2029. Ça a plus été Alex Riberas et Harry Ticknell, plus de la confirmation qu'autre chose. Thibaut, j'enchaîne avec toi, on va passer sur le clan Porsche, hein, on va regrouper Porsche Penske et Proton. Bon, chez Porsche Penske, aucune surprise puisque tout le monde avait déjà été annoncé avec principalement comme changement majeur, hein, l'arrivée de Julian Lower sur la 5 qui remplace numériquement Fred Makowiecki qui quitte la marque allemande. Par contre, donc, comme tu le disais en introduction, une seule voiture pour Proton comme l'an dernier, alors que ça a sans doute travaillé pour essayer d'en mettre une deuxième. Bah, la donne, elle change pas mal, hein, quand même pour Porsche parce que on sait que le nombre d'essais en fait est assez contraint. Mais plus vous avez de voitures, plus vous pouvez tester. Et l'année dernière, bah, il y avait quand même 5 Porsche, hein, sur la grille, puisqu'il y avait aussi les 2 exemplaires de Jota qui passent représentant officiel Cadillac. Et donc, on n'en a plus que 3, donc ça change quand même la donne. On sait qu'avec le titre décroché en Inside, il y aura aussi avoir 3 963 officiels aux 24 heures du Mans, donc on s'attend à 4 963 dans la Sarthe. Mais oui, Proton avait travaillé, Christian Ried aurait souhaité aligner une deuxième auto.
Honnêtement, en fait, moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre le comportement aujourd'hui enfin, la politique de Porsche envers ses écuries clientes en hypercar. Il n'y a pas vraiment de soutien. On a vu l'année dernière Porsche interdire à Antonio Félix Acosta de faire le WEC en parallèle de la Formule E, donc de faire le WEC avec Jota. C'est vraiment Christian Ried qui a poussé l'année dernière pour mettre Julien Loer de la 963. C'est un peu son pilote chouchou. Il le fait rouler depuis 2017, si je ne m'abuse. Et jusque-là, Julien avait fait toutes ses 24 heures du Mans chez Proton. Et c'est lui qui a insisté pour le mettre dans 963. Forcément, Porsche avait son mot à dire, mais ne l'a pas aidé pour autant. Ils ont accepté. Julien a montré ce qu'il savait faire. Et résultat, au final, Porsche le met dans son écurie officielle. Clairement, on n'en prend pas le chemin cette année. Et moi, je trouve ça un petit peu dommageable, à savoir que je pense que Proton va réussir à former un beau trio et deux pilotes solides aux côtés de Neil Jani. Moi, je m'attendais peut-être à voir un Lorin Heinrich, par exemple, qui a fait une très très bonne saison l'année dernière en IMSA en allant chercher le titre en GTD Pro. Et il semblerait que ce soit pas le cas. Donc, moi, voilà, je me questionne un petit peu sur la philosophie de Porsche avec ses écuries clientes en 963, en hypercar. Je suis déjà content de voir que Proton Competition a réussi à mettre une auto. On va pas se mentir, c'est pas avec cette auto que Christian Ried va faire de l'argent. Ça, c'est clair et net. Il en perd plus qu'autre chose, mais c'est un énorme passionné d'endurance, un énorme passionné de la marque Porsche qui actuellement, je trouve, ne le lui rend pas beaucoup. Et on s'était aussi posé la question, pourquoi pas d'une deuxième voiture avec le soutien d'Iron Lynx? On aurait pu aussi, on aurait pu imaginer que comme Proton avec Iron Lynx aussi fait rouler une LMP2 et que Proton soutient l'engagement des Porsche, alors pas en WEC, mais en ELMS notamment, ça aurait pu être possible aussi à la limite, pourquoi pas, de voir une deuxième Porsche qui soit une association Proton Iron Lynx. Bah, c'est sûr qu'effectivement, comme tu disais, Lolo, c'est un sujet qui avait été évoqué, notamment quand nous avions révélé que les affaires entre Aaron Lynx et Lamborghini, ça avait du plomb dans l'aile et qu'on risquait d'assister, ce qui a été confirmé depuis, au retrait des SC63. On sait à quel point l'écurie italienne veut rester en hypercar. Et effectivement, ce sujet a été évoqué. Voilà, il n'en sera rien. Moi, je suis un petit peu déçu sur ce plan-là parce que ce règlement a notamment été fait pour permettre aux écuries privées de se battre, entre guillemets, à armes égales avec les grands constructeurs, en tous les cas avec des voitures en tout point similaires, comme ça avait été le cas dans les années 80 avec notamment, on prend toujours l'exemple des 956, 962. Et en fait, on voit que le contingent de privés, il se réduit voilà, il se réduit énormément et autant aux États-Unis qu'en WEC. Et là, pour l'instant, pareil, Proton en IMSA n'est engagé que sur les manches de l'Endurance Cup. L'année prochaine, le championnat, le championnat hypercar équipe, si je ne m'abuse, il va opposer que deux autos, à savoir la Porsche 963 de Proton et la Ferrari 499P numéro 83 d'F Corset, qui, on sait tous, n'a de privé que le nom. Elle reçoit exactement le même soutien que les auto-usines, même si l'année prochaine, on aura un pilote payant, en l'occurrence Phil Hanson au volant. Je trouve juste que c'est pas dans la politique historique de Porsche de se comporter ainsi. Normalement, ils auraient pu s'appuyer sur Proton. C'est quand même une équipe qui leur a beaucoup apporté pour essayer de former justement des jeunes pilotes. Encore une fois, l'exemple de Julien Loer est le meilleur. Après, petit aparté sur Porsche Penske, encore une fois, donc là, c'est la confirmation de la confirmation, puisque ça avait déjà été officialisé, que l'équipe s'appuiera sur des duos toute l'année. Après, honnêtement, sachez que Mathieu Jaminet et Matt Campbell, ils vont être réquisitionnés à minima au Qatar, aux 24 heures du Mans, à Bahreïn, à Imola, et fort probablement à Sao Paulo et peut-être Austin pour des raisons de chaleur. Donc, honnêtement, ils vont faire les trois quarts de la saison à trois chez Porsche Penske aussi. Laurent passe à Toyota. Bon, alors les champions du monde en titre, côté constructeur, aucune surprise. Les deux GR010 seront confiés au même trio, Conway, Kobayashi, De Vries d'un côté sur la 7, Buemi, Hartley et Hirakawa sur la 8. Continuité maximale dans le clan japonais. Tu veux que je te dise, Pas grand-chose. à part que c'est un bis repetita, plus ça va quand même, plus le temps passe et plus la concurrence est affûtée. Quand la Toyota n'est pas forcément la voiture la plus récente par rapport à la concurrence. Donc, on a bien vu cette année déjà qu'il a fallu se cracher dans les mains. Maintenant, bon, on fait confiance au même trio. Les trios ont donné satisfaction cette année, donc je vois pas pourquoi. Enfin, ça me paraissait logique de les renouveler. Je dis voilà, il y a eu quelques mouvements cette année en interne. On sait que il y a Pascal Vasselon qui est parti début 2024. Il y a Rob Le Pen qui est parti à la fin de l'année. Kazuki Nakajima devrait avoir un rôle élargi encore, parce que Rob Le Pen ne devrait pas être remplacé poste pour poste en fait. De ce que j'ai pu comprendre, je pense que
un Kazuki Nakajima va prendre de plus en plus de poids. Et honnêtement, de ce que j'entends, il fait du très très bon boulot en interne, tout le monde en est ravi et c'est pas étonnant quand on connaît le garçon. Donc et moi après rien à rajouter sur les pilotes, hein. Lolo a tout dit, c'est des valeurs sûres, ils ont fait il n'y avait pas de raison de changer. Ils ont été chatouillés cette année par la concurrence, par la BOP, voilà, par des décisions parfois extrasportives. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'adversité, Sébastien Buemi nous le disait hein, dans l'interview qu'il nous a accordée après Bahreïn, ils ont puisé dans leurs ressources et ils ont certainement encore progressé. Ce sera encore, je pense, l'équipe à battre l'année prochaine. Messieurs, on passe à Cadillac, qui sera donc, sans être une nouveauté pour le constructeur dans le championnat, sera quand même une sacrée nouveauté avec le changement d'équipe d'exploitation, puisqu'on vous rappelle que c'est le team Jota qui passe de la 963 à la V-Series.R. Alex Lynn est confirmé sur la numéro 12 et Earl Bamber sur la numéro 38, mais on a déjà l'identité de tous les autres pilotes, avec notamment Sébastien Bourdet qui disputera la saison. Forcément, messieurs, je pense que beaucoup de regards seront tournés vers cette association Cadillac-Jota que beaucoup attendent avec, enfin, serait-on tenté de dire, la récompense pour Jota d'avoir un programme complètement usiné. D'abord, je me permets de prendre la parole, Lolo. Je me répète, hein, voilà, il faut pas penser que Alex Lynn et Earl Bamber seront sur deux voitures différentes, hein. Pour l'instant, rien n'est signé sur ce plan-là. Moi, j'avais entendu parler d'un trio Lynn Bamber Bourdet. Il semblerait que pour l'instant, rien ne soit figé, hein. L'équipe a fait ses premiers essais avec la voiture cette semaine à l'Arnaud du Rhin. Ils ont une autre séance d'essai au Paul Ricard en décembre et c'est à l'issue de cette séance hein, que seront vraiment entérinés les trios. Donc, est-ce que ce que j'avais entendu se confirmera? Je ne peux pas vous le dire. On a les six pilotes en tous les cas, hein, donc Sébastien Bourdet, Earl Bamber, Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens et Jenson Button. Et pour répondre un peu à ta question, Pierre, ouais, juste récompense pour Jota, deux Cadillac enfin en WEC. On a pu voir que Cadillac n'avait jamais été aussi fort que lorsqu'il y avait une voiture ou deux en support de la numéro 2. Donc, on pense notamment aux 24 heures du Mans, on pense à Sebring l'année d'avant. Voilà, dès qu'il y a eu Waspa, par exemple, aussi en 2023, dès qu'il y a deux voitures, forcément, c'est plus facile. Il n'y a pas beaucoup de temps de roulage en essai libre. Donc, c'est bien parfois de dissocier les recherches de réglage. On va pas se mentir, hein. Pour se battre pour le titre, il faut avoir deux voitures, c'est primordial. En plus, ça tombe bien, maintenant c'est obligatoire. Il n'y a pas d'évolution majeure hein, sur la voiture, juste de l'électronique, des changements de boîtier. Il va falloir, comme on a pu le voir et on l'a déjà dit, je crois, dans un précédent podcast, il va certainement falloir à Cadillac et Jota apprendre à travailler ensemble, tout comme WRT et BMW ont dû le faire l'année dernière. Donc, on en attend beaucoup. Peut-être un peu trop. On verra ça rapidement. Petite question Thibaut, les changements qui sont attendus sur la V-Series.R, est-ce qu'ils vont donner lieu à un joker? Oui, logiquement, c'est un joker, mais encore une fois, de l'extérieur, en fait, il y avait des évos aéros hein, qui étaient aussi prévus parce que la voiture est très sensible en hauteur de caisse, notamment quand elle suit une autre auto. Finalement, tous ces développements sont repoussés d'une saison à minima, j'espère pas plus. Et là, pour l'instant, c'est que d'électronique pour des histoires de transmission de données plus rapides. Un ECU Motec qui est changé contre un McLaren, mais ça devrait effectivement être considéré comme un joker par la FIA. Laurent, on va passer à BMW et Team WRT en belle progression en fin d'année 2024. Dries Vanthoor et René Rast sont d'ores et déjà confirmés sur les numéros 15 et numéro 20. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques modifications dans le line-up germano-belge? Ah, ça c'est la question. Les deux équipages n'ont pas été annoncés, même si, bon, nous, de notre côté, on a un peu enquêté. On avait déjà publié René Rast avec Robin Freins et Sheldon van der Linde. Maintenant, du côté de l'autre voiture, je pense que Dries Vanthoor et Raffaele Marciello, ça ne fait aucun doute. Et il reste une interrogation sur le sixième pilote. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais pour l'instant, on n'a pas de sixième pilote. Je pense que Thibaut, on a dû s'envoyer au moins une centaine de messages à ce sujet-là depuis quelques semaines. Entre les pilotes BMW qui roulent en IMSA et les pilotes BMW qui roulent en WEC. On a bien entendu demander à WRT. On n'a pas forcément de réponse. On a eu quelques petites boutades. Moi, perso, je pense qu'il faut s'attendre à un nom. Quelqu'un qui vient, qui est pas forcément en endurance cette année et qui sera annoncé avant la fin de l'année de toute façon. Alors, on a bien quelques idées en tête, hein, mais pour l'instant, c'est un petit peu le blackout sur ce sixième pilote BMW, Team WRT. Et oui, BMW a bien terminé la saison. C'est de bon augure pour la saison prochaine. Maintenant, il va falloir voir sur la durée. Nous, on vous avait déjà révélé que Marco Wittmann devrait
partir en IMSA. Il y retrouvera d'ailleurs, de ce que l'on comprend, mais même si ça a pas mal changé ces dernières semaines, Dries Vanthoor et Shannon van der Linde qui feraient le double programme. WEC IMSA, lors du clash entre Monterey et Spa, ils privilégieraient la série américaine forcément. Et donc ils leur font un sixième homme, puisque en IMSA, on se dirige donc vers quatre pilotes qui pourraient être Dries Vanthoor, Shannon van der Linde, Marco Wittmann et Philippe Eng. Et t'es d'accord avec moi qu'à un moment, c'est quand même posé la question de savoir si ça pouvait pas être un petit jeune, style Max S, hein, tu vois. Nelver, Ouais, pas parce que Verhagen, je pense qu'il a plutôt roulé chez Paul Miller en IMSA. non, et puis les autres aussi, hein, même si on a vu beaucoup Dan Harper et Max S limer le bitume à Bahreïn en rookie test, lors des essais Michelin, on a encore vu Max S à l'IMSA Sanction Test de Daytona récemment, mais cette semaine, ils roulent tous les quatre, hein, ils roulent tous les trois, pardon, chez Paul Miller en essai à Sebring, aux côtés de Madison Snow, et c'était ce à quoi on s'attendait, à savoir que en fait Paul Miller Racing va un peu devenir l'écurie officielle BM en GTD Pro en IMSA. Et donc, on s'attend à voir, en tous les cas, c'est ce qui était prévu, encore une fois, à la base, les trois jeunes Top Gun là, de BM rouler chez Paul Miller Racing. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous fait dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer du côté du BMW M Team WRT en WEC. Et tu nous mets qui? Ou tu nous Ah, vois tu veux qui? des noms? Pronostic, Ouais, un enfin, moi, pronostic surtout. on va pas se mentir, on en a déjà discuté entre nous hier parce que Ouais, honnêtement, aujourd'hui, enfin, moi, le seul que je peux dire, c'est un XF1. Voilà. ouais, et on est bien d'accord, un ex-F1 qui est en F1 encore actuellement. En tous les cas, qui y était en début de saison. Faites vos jeux. Ok. Ouais. Ah, moi j'ai un nom, mais c'est un nom qui n'engage pas. Ouais. Enfin, on en a discuté entre nous, tu vois. S'il y en a un qui coche les cases, c'est Kevin Magnussen. C'est ça, c'est ça. Il a déjà fait ses preuves en endurance. C'est un bon pilote. On sait qu'il a vraiment envie de revenir. On sait de source sûre qu'il a essayé. Il a tapé à la porte de différents constructeurs, hormis Peugeot, Et, et, et bien même, évidemment. et même dans le passé, et même avant de revenir chez eux. Donc, bah, il avait été enrôlé par Peugeot, hein, à l'époque, hein. S'il est retourné chez As, c'est parce qu'il a eu cette proposition, mais il avait signé chez Peugeot. Il avait commencé la campagne d'essai même. Donc oui, aujourd'hui, ce serait entre guillemets un peu la logique. On vous a dit que Logan Sargent avait roulé là il y a quelques jours sur une LMP2 d'e-export au Qatar à la demande de Genesis Hyundai, hein, qui va s'appuyer sur l'écurie chapeautée par Nicolas Minassian l'année prochaine pour former ses troupes en vue de son arrivée en hypercar et en GTP en 2026. C'est sûr que comme ça, quand on regarde dans la logique, Kevin Magnussen apparaît un peu comme on va dire le candidat idéal. Après, tu peux mettre qui après? Si tu mets pas Magnussen, L'autre, mais là, ce serait un gros buzz, ce serait super, mais c'est Ricardo? l'autre, bah, c'est Daniel Ricciardo. Voilà. Est-ce que il est prêt déjà dans sa tête à switcher? Je pense que voilà, il sait que sa carrière en F1 elle est derrière lui. Moi, c'est un mec que j'adorerais vraiment voir en endurance parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer en 2010 quand je travaillais pour la World Series by Renault et lui, il était pas encore en F1. C'est un mec mais tellement top à travailler, tellement souriant, qui a une vraie personnalité. Je pense qu'il ferait beaucoup de bien. C'est un mec qui, pour le coup, moi, sans vouloir faire offense à Jenson Button, qui est champion du monde, et bravo à lui. Aujourd'hui, Daniel Ricciardo est quelqu'un qui est bien plus bankable qu'un Jenson Button et qui, je pense, attirerait bien plus de regard vers la discipline que Jenson Button, qui est quand même en fin de carrière. Jenson Button, c'est quand même une deuxième carrière qui se fait. Daniel Ricciardo, il a encore le temps de voir venir. Il est encore doté d'un super coup de volant. On va pas refaire sa carrière, mais pour moi, c'est un mec qui a été c'est un mec qui méritait de rester en F1. Il a que 35 ans. Il a encore tout l'avenir devant lui. Il n'y a aucun souci. Et moi, ce serait un mec que j'adorerais voir. Mais je te suis sur le fait que je pense que Kevin Magnussen semble cocher quand même plus de cases. Et on est d'accord quand même que Ricardo avait aussi, je pense, émis l'hypothèse de faire un peu de NASCAR aussi, peut-être plus, parce qu'il avait bien dit qu'il voulait aller habiter aux États-Unis et tout. Mais toi, on s'est même posé la question de savoir s'il pourrait pas rouler chez BM aux États-Unis, hein. Oui, oui, non, bien sûr. Et puis c'est certain. Et puis après, en fait, il est, comme tu dis, il est très, très, très américain. Alors, c'est pas forcément étonnant pour un Australien d'ailleurs, mais on l'a vu à chaque fois sur les grands prix des États-Unis, à Austin notamment. Il sort le grand jeu au niveau
niveau des chapeaux, machin, il joue le jeu à fond. Et on sait que oui, effectivement, il est attiré par NASCAR, mais aujourd'hui, il n'a pas d'opportunité en NASCAR. Il a toujours dit aussi que Le Mans, c'est quelque chose qui lui trottait quand même dans la tête. Donc, s'il peut s'offrir une occasion d'aller aux 24 heures du Mans, il faut pas, je pense qu'il s'en privera pas, même si c'est voilà, même si c'est que temporaire avant peut-être une carrière en NASCAR si l'opportunité se présente. Moi, j'adorerais, honnêtement, j'adorerais voir Ricciardo arriver en endurance. En plus, c'est un mec qui humainement est tellement chouette que, enfin, pour moi, il a toutes les qualités requises pour être un bon pilote d'endurance. Après, la F1, c'est un autre monde, aussi sur le plan financier. Kevin Magnussen est un super pilote, mais je pense pas qu'il ait les mêmes prétentions salariales qu'un Daniel Ricciardo, qui sort quand même voilà, qui a quand même roulé pour des Renault, pour des Red Bull, enfin, vraiment pour des McLaren, pour des grosses structures. Je pense que le switch est plus compliqué à faire pour Ricciardo que pour Magnussen. Et encore une fois, faut pas oublier que Magnussen a déjà fait une saison complète en IMSA sur une Cadillac du Chip Ganassi Racing et qu'il a été bon et qu'il a été apprécié et qu'il a apprécié. Donc, Tu penses aussi qu'il faut attendre la fin de saison F1, à la limite, pour connaître le 6e pilote? bah, c'est aussi ça qui me fait dire que ça peut être Magnussen parce que en fait voilà il est pas annoncé aujourd'hui, on connaît 5 pilotes. S'il n'est pas annoncé maintenant, c'est que j'imagine qu'il y a des contrats qui courent, que l'idée c'est aussi peut-être de la future recrue en question, peut-être de la laisser terminer tranquille sa saison avant de l'annoncer ailleurs. Je te suis sur Magnussen, même si encore une fois je l'affirme pas à 100%, et d'ailleurs sinon voilà, mais je te suis assez là-dessus. Bon, on a essayé quand même de poser la question à qui de droit et tout le monde a Ah, bossé on a fait chou blanc. sur le truc là. Autre marque, messieurs, qui avait bien progressé en fin d'année avec l'A424, c'est Alpine. Alpine et Signatech avec les deux A424 numéro 35, numéro 36, Paul Louchatin et Charles Milesi qui sont confirmés. Comme on vous l'a annoncé depuis plusieurs semaines et au vu de la fin de saison, on devrait voir de nouvelles têtes en 2025. Pas grand chose à dire, messieurs, sur par rapport à ce qu'on sait déjà sur les équipages de la marque française. Bah, non. Bon, on a Charles Milesi et Paul Louchatin qui ont été annoncés. Là aussi, on va voir ce qu'il en est de la répartition des équipages. Et évidemment, si Jules Gounon a roulé en fin de saison, c'est aussi pour préparer la suite. Et donc, je pense que Jules Gounon, évidemment, fera partie des titulaires l'année prochaine en remplacement notamment de Nicolas Pierre. Et après, on va voir ce qui se passe si en termes de nouvelles recrues, est-ce que Mick Schumacher va continuer ou pas aussi, parce que ça, c'est quand même une question. Je serais tenté de dire oui. Ouais, on en prend le Déjà, chemin. On en prend le déjà chemin. parce que ces opportunités en F1, je pense qu'elles s'amenuisent. Bon, elles sont même aujourd'hui égales à 0, c'est terminé, hein, Voilà. parce que Audi Bon. a annoncé ses Donc, pilotes. Donc ça peut que continuer. La fin de saison a été bonne, donc cocorico pour 2025 pour essayer de faire encore mieux. Pour rebondir sur Schumacher, je pense qu'il a beaucoup apprécié Fuji, il s'est bien amusé. Il s'est vraiment bien battu pour le podium. Derrière, voilà, il espérait vraiment un retour en F1, il l'a pas eu. Son nom a un moment circulé pour aller chez Prema en IndyCar. Prema a officialisé ses pilotes, hein, donc en l'occurrence Calum Aylott et Robert Schwarzman, qui étaient justement en WEC cette année. Donc ouais, je les vois, je vois bien Schumacher. En plus, il a apporté satisfaction sur la piste, hein, honnêtement, il a fait du très très bon boulot en piste. Donc Alpine va tout faire pour le garder dans ses rangs. Messieurs, il reste 2 marques à étudier dans cette liste des engagés du championnat du monde d'endurance 2025. On va passer très rapidement sur Ferrari puisque la dernière inconnue, si on peut dire, sur les 3 499P était Robert Kubica. L'annonce a été faite hier en amont de la publication de cette liste des engagés. Donc on va retrouver les 2 équipages officiels inchangés, mais ça on le savait depuis les Finali Mondiali puisque Antonello Coletta l'avait confirmé. Et le changement principal, Laurent, sera l'arrivée de Phil Hanson sur la 83 aux côtés donc de Yeffier et Robert Kubica. Ouais, ce qui n'est pas forcément une mauvaise recrue. Phil Hanson, c'est pas qui vient de chez Jota, qui a fait du bon boulot, qui n'est pas, on va dire, un pilote professionnel entre guillemets pour un constructeur comme on peut l'entendre. Mais le taf de Phil Hanson qui a commencé très très tôt en endurance par la catégorie LMP3, qui après est monté en LMP2 et maintenant roule en hypercar chez Jota et maintenant chez Ferrari. Donc l'avantage de Phil Hanson, enfin il a 2 avantages, celui qui tient son rang, donc il est suffisamment rapide, et en plus il amène du budget. Donc c'est tout bénef et que Robert Schwarzman du coup lui quitte le WEC pour aller en IndyCar avec Prema.
cette troisième voiture, hein, cette troisième Ferrari qui, comme le disait Thibaut tout à l'heure, est exactement identique aux deux autres à part la couleur qui est inversée. Ça continue de tenir la route. Ouais, t'as tout dit. Phil Hanson, c'est un très bon pilote. En plus, il amène du budget. Après, forcément, hein, tout le monde se pose la question, pourquoi pas Alessio Rovera? Bah voilà, il y a une question financière et aussi voilà, pour faire la petite aparté, Alessio mérite 100 fois hein, d'être titularisé sur une hypercar, plus que certains titulaires aujourd'hui. Au final, mais le programme GT est aussi très très important pour Ferrari et aujourd'hui, Alessio est clairement le fer de lance des programmes GT de Ferrari et c'est pour ça que d'ailleurs, il a annoncé toujours chez Vista F Corse en LM GT3. On termine avec Peugeot pour les marques inscrites. Il y aura peut-être du changement, on l'avait déjà un peu annoncé, messieurs, ça risque de bouger un peu sur les lignes. On sait que Malte Jacobsen arrivera notamment en tant que titulaire cette année, puisque Nico Müller quitte le navire Peugeot pour 2025. Oui, bah c'est un peu en fait Malte avait un peu le même contrat que Stoffel Van Dorn à sa fois quand il a signé en tant que réserviste, il avait déjà l'assurance d'être titulaire la saison suivante. Donc il se retrouve un petit peu avec trop de pilotes, on va dire. Nico Müller finalement a décidé de rejoindre Porsche pour la FE dans un premier temps en tous les cas. Donc ça a fait de la place. Après il faut peut-être s'attendre, il faut pas forcément s'attendre à ce que Malte remplace poste pour poste Nico Müller. Peut-être que ça va aussi entraîner des changements au niveau des associations, au niveau des équipages. Peugeot avait déjà procédé à une refonte de ses équipages l'année dernière et il se pourrait que ce soit encore le cas cette année. Et puis, comme on vous l'annonçait là, il y a peu, vos réservistes hein, de l'équipe française pourraient être Théo Pourchère et ce serait une bonne nouvelle pour les deux parties. Et on attend évidemment des progrès de la voiture, puisque c'est peut-être là où est le vrai point faible aujourd'hui hein, de Peugeot, c'est cette Ouais. version 2024, hein, la Il y a- fameuse version avec aileron qui certes a terminé sur une bonne note à Bahreïn, mais qui manque encore de performance en piste. Ils ont des pistes d'amélioration, hein, notamment sur tout ce qui concerne là où ils pêchent, c'est toujours la liaison au sol. Donc ils vont travailler sur tout ça, hein, notamment sur tout ce qui est la cinématique, les suspensions. La voiture doit passer à la soufflerie Windshear hein, aux États-Unis pour s'assurer de la bonne corrélation entre les données de soufflerie et les données piste. Savoir s'il y a aussi un loup, on va dire, au niveau aéro sur lequel il faudrait travailler. En tous les cas, pour l'instant, c'est pas là-dessus que l'écurie française travaille. C'est plus sur la liaison au sol. Donc, leur principal problème était celui-ci. Il l'est toujours. Il ne faut pas croire que la voiture n'est pas meilleure que l'ancienne, c'est faux. Mais voilà, ils travaillent. On espère que ça va porter, que tout ça, ça va porter ses fruits. Juste pour terminer sur l'hypercar privé de Proton, on en a déjà parlé. Donc, il y a Nick Jani qui a été annoncé. Je fais confiance à Christian Ried malgré l'absence de soutien de Porsche notamment pour nous concocter un bon équipage et même un équipage qui pourrait confirmer une fois de plus que l'endurance est vraiment très attractive même pour des grands noms et même si c'est une écurie privée, je pense qu'ils peuvent ils peuvent avoir un très beau trio. Messieurs, on a fait le tour de cette liste des engagés hypercar avec les marques inscrites, mais est-ce qu'on s'attendait éventuellement à la présence d'autres marques hein? On sait donc Lamborghini absente, mais d'autres étaient-elles attendues? On pense notamment à Van Wall, Laurent, qui avait fait état de son envie d'être présente en 2025. Ouais, clairement, parce que Colin Colles nous avait dit quand même que lui, il était prêt à faire rouler les deux voitures. Maintenant, bon, après, on connaît peut-être pas tous les tenants et les aboutissants des relations entre le constructeur et le promoteur. Donc, est-ce que ça n'est pas allé au bout? Est-ce qu'il a changé d'avis? On le saura forcément sous peu parce qu'on va évidemment prendre contact avec lui pour savoir. Alors que la voiture avait reroulé un petit peu en essai. Maintenant, bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué, même si lui, il était prêt à faire rouler ces deux voitures. Du côté d'Isota Fraschini, il n'y a pas vraiment de surprise de ne pas voir la voiture. Maintenant, est-ce qu'on la reverra à un moment ou à un autre? Sans trahir de secret, on sait qu'il y a des discussions pour que Isota Fraschini puisse revenir avec l'apport de nouveaux investisseurs. On sait qu'il y a des discussions qui sont en cours actuellement. Et évidemment, la grosse absence, on en a parlé au début, c'est évidemment l'absence de Lamborghini. Même si, bon, ça faisait quasiment aucun doute qu'on ne verrait pas Lamborghini Iron Lynx. Avec cette SC63 qui donc aura fait pour l'instant une seule saison à WEC. Maintenant, quand on voit l'état des relations entre Lamborghini et Iron Lynx, il va falloir voir ce qui se passe aux États-Unis. Après, quand tu parlais d'Isota, hein, avec peut-être un jour un retour, le problème c'est que là, la CO se focalise sur une liste d'engagés un maximum de 40 autos à l'année. En 2027, non 26, pardon, on va déjà avoir 2 Genesis à ajouter. On espère honnêtement un retour de Lamborghini. S'ils arrivent à continuer, voilà, l'idée c'est quand même de continuer à développer la voiture, de s'aligner en IMSA
et de trouver une équipe pour revenir en 2026. Qui à un moment, la place, ça peut être compliqué. En tous les cas, voilà, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé avec Lamborghini. On vous a expliqué en long, large et en travers le pourquoi du comment de la chose. Et j'espère vraiment, comme tu disais, qu'ils vont réussir à trouver le moyen de continuer en IMSA, de poursuivre le développement de la voiture. Ils ont encore roulé après Bahreïn, ils sont restés pour une séance d'essai Michelin, ils sont restés pour faire une séance de test, ils en ont encore en décembre. Donc preuve que Lamborghini n'a vraiment pas l'intention d'abandonner le projet. Mais et c'est aussi pour ça, ils ont un budget alloué au développement l'année prochaine. Et ça, plus l'IMSA, plus la deuxième voiture, à la fin, c'était pas possible. Mais la question à se poser, c'est est-ce que si une équipe avait voulu investir ou faire rouler la Lamborghini en WEC cette année, est-ce que ça aurait pu être possible via les relations entre Lamborghini et Iron Lynx? Est-ce qu'une équipe aurait pu faire rouler cette voiture déjà? Ça, c'est quand même une question. Mais totalement. Et puis après, on peut aussi là, on vous a fait état, je crois, c'est quand la semaine dernière, de Mercedes, enfin, je sais plus, de la probable arrivée de Mercedes en LMGT3 avec Iron Lynx. En fait, l'annonce, elle arrive tardivement. En fait, c'est presque ça même qu'on peut regretter, parce que même pour le LMGT3, il y a pas mal d'équipes qui aimeraient faire du WEC. Mais là, en fait, ça a été tellement tardif que ça a pris un peu tout le monde de court. Peut-être, je sais pas, peut-être que Grasseur, ils auraient été intéressés par faire le WEC. Mais comme on le sait, le règlement stipule que c'est 2 voitures par constructeur à la MGT3, pas moins, pas plus. Et c'était certainement trop tard pour réunir les budgets et monter le projet. Donc ça, on peut presque le regretter. Sachant que, il faut peut-être rappeler que la Lamborghini en GT3 en IMSA, elle est engagée sous le nom Automobili Lamborghini et pas sous le nom Iron Lynx. Totalement. Et que Iron Lynx, comme ça, à vue d'œil, ou à vue de nez plutôt, même, c'est quoi? C'est 15 Lamborghini engagés sur les différents championnats, entre le Lamborghini Super Trophy Europe, Lamborghini Super Trophy Oasia, le WEC, l'IMSA, le LMS, la Michelin Le Mans Cup. Ça représente une quinzaine, ça représente quand même, c'est une armée, ça représente quand même une quinzaine de voitures. Mais voilà, pour répondre à ta question précédente, c'est vrai que nous, voilà, les inquiétudes, pour ne pas dire plus, parce que, comme on vous faisait comprendre très vite, vous avez dit que nos craintes étaient très très légitimes, même si Lamborghini a remué les terres pour trouver une solution. On vous a fait état de nos inquiétudes dès le mois de septembre. Mois de septembre, c'est loin, oui et non, parce que quand on vous en a fait l'état, c'était c'était 2 mois avant la clôture des engagements, dossiers, si on peut dire. Même si à l'époque, peut-être que Lamborghini s'est mis en quête d'un plan B, c'est quand même un budget. Aller trouver l'équipe et le financement pour engager 2 voitures en WEC la saison suivante, c'était très compliqué, c'était trop compliqué. On espère que c'est juste un au revoir et que c'est pas, tu vois, parce que c'est mérite, c'est un constructeur évidemment d'envergure et c'est une voiture qui a de la gueule, ouais, et puis ça permet un peu d'avoir un peu de diversité, puis c'est quand même un châssis qui a été développé par Ligier, donc ça fait quand même les 4 constructeurs qui sont retenus, qui sont appliqués, ce qui n'était pas le cas en P2 où il y en a qui ont vite pris la tangente. Donc c'est un peu dommage, mais bon, j'espère que ça reviendra en 2026. On va passer au LMGT3, Thibaut et Laurent, donc on vous disait 18 voitures engagées sur cette saison 2025 avec l'absence effectivement de Lamborghini, mais l'arrivée de Mercedes, donc qui compense numériquement cette absence. On va partir par ordre avec donc Aston Martin et la nouveauté de Racing Spirit of Le Mans. On en a parlé tout à l'heure, Laurent, remplacement de D-Station. On trouve un nom connu du giron de l'écurie de Patrick Barbier avec Derek Debourg qui était présent en ELMS, qui a joué le titre en LMGT3, en ELMS l'an dernier. Ouais, c'est un peu cafouillé. C'est un peu cafouillé à Portimao parce que le titre était en vue et ça s'est pas déroulé comme il fallait. Derek Debourg et Valentin Asclot, qui étaient associés en ELMS, donc doivent évidemment rouler en WEC sur cette voiture, donc qui remplace D-Station. Ça faisait déjà un petit moment que D-Station réfléchissait à plutôt se concentrer sur les programmes en Asie, Super Taikyu, Super GT. Et donc on a trouvé Aston Martin Racing, a trouvé en Racing Spirit of Le Mans une belle équipe de substitution qui fait rouler Aston Martin donc en ELMS, qui sera encore en ELMS l'année prochaine et qui sera certainement
potentiellement aussi en Michelin Le Mans Cup avec une Aston Martin aussi en GT3. Et quand on connaît le sérieux de l'équipe, je me fais pas trop de soucis. Alors faut encore voir quel sera le troisième pilote. Nous on a eu un peu tendance à annoncer Timur Bokuslavski parce que son nom était sur la voiture lors des essais avec Derek Debourg et Valentin Asclo. Maintenant, je pense qu'on saura assez vite si c'est signé, acté ou pas. Ça fait partie des belles surprises. Et la deuxième voiture, The Art of Racing, là on change pas, toujours Ian James qui roule sur la voiture. Après, des infos que l'on a, je crois qu'on est quand même bien parti pour avoir. Je serais pas étonné qu'on voit Mancinelli repartir. Et Zachary Robichon aussi. Exactement, et Zachary Robichon qui pourrait les rejoindre. On passe à Ferrari, messieurs. Bon, alors là, pour le coup, aucune surprise. Les deux mêmes équipages sont reconduits en 2025. Un tout petit changement, le numéro de la voiture change pour l'équipage de François Heriot, Simon Mann et Alessio Rovera qui affichera le numéro 21 au lieu du numéro 55. Mais Vista F Corse repart sur des lignes identiques et deux lignes qui ont elles aussi bien terminé la saison. Et on parlait de BMW Alpine en hypercar, mais en LMGT3 c'est Ferrari et F Corse qui ont terminé en boulet de canon. Donc j'espère que Ferrari fera cette fois un début de saison sur la lignée de 2024. Ouais, il n'y a pas de raison, hein. On a vu notamment François Heriot pour sa première saison en GT qui est bien monté en puissance, une pole, une victoire, il a très très bien terminé et je pense que là c'est une très très bonne décision de la part de la formation italienne de repartir sur des équipages similaires. Ils ont réussi à trouver des accords avec leurs pilotes à non du budget et je pense qu'il faudra. On a été très déçus, c'est vrai, par le début de saison des deux autos et là je pense qu'il faut vraiment en attendre quelque chose l'année prochaine. Et moi, je voudrais juste rajouter et féliciter quand même à quelqu'un comme François Heriot, quand même, qui est parti de la Funio et qui, quand même, en quelques années, tu pars de la Funio, tu vas rouler donc en CN, tu vas rouler en LMP3, tu vas rouler en LMP2 et tu roules maintenant en GT en WEC. Et pour un vrai gentleman, parce que c'est là, par contre, c'est le vrai bronze qui a un taf à côté et qui va rouler aux États-Unis, qui roule en WEC, qui va rouler en Asie et tout. Et moi, je dis chapeau. Messieurs BMW et Team WRT, ça risque d'être un gros sujet de discussion dans les prochaines secondes, puisque certes il n'y a pas de surprise à voir la marque allemande avec son partenaire belge en LMGT3, mais en revanche, messieurs, le changement de numéro de l'une des deux voitures, puisque celle qui était la numéro 46 cette année avec Maxime Martin, Ahmad Al-Arti et Valentino Rossi affiche le numéro 32. Mettons les pieds dans le plat, est-ce que ce changement de numéro signifie que Valentino Rossi ne sera pas de la partie cette année? Je pense, hein, Lolo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que j'ai jamais vu Valentino Rossi rouler avec un autre numéro que le 46, entre guillemets. Donc je serais très étonné que ce soit pas le cas. Pareil, si tu changes de numéro, alors sachant que c'est quand même aussi des numéros qui sont empruntés par WRT dans d'autres championnats. Mais on sait que Valentino Rossi très tôt avait plutôt savait pas trop s'il allait rempiler. Le côté pro-am lui plaît pas forcément. Le côté partage de piste avec les protos non plus. C'était un peu la question qui se posait. Est-ce qu'il allait continuer en WEC? Il a jamais caché quand on l'a en interview qu'il voulait faire moins de meetings, que la moto lui prend beaucoup de temps par rapport à son équipe, qu'il veut aussi faire les 24 heures de Spa, qu'il veut aussi faire les 12 heures de Bathurst, qu'il veut aussi faire les 1000 km de Suzuka en Intercontinental GT Challenge. Moi j'avais vite compris qu'il allait s'orienter vers un programme GT World Challenge Europe Endurance et quelques manches de l'Intercontinental GT Challenge. Donc son absence, personnellement, moi me surprend pas vraiment. Maintenant, ce qui me surprend un peu, parce que WRT, ça fait quand même partie des tops équipes, du haut du panier, et que pour l'instant, les équipages, on sait de sources sûres que les équipages ne sont pas bouclés parce que la saison de WRT avec la BMW n'a pas été au top en termes de résultats. Les BMW, un peu comme les Lexus, ont un peu pêché en termes de perfo et qu'il va falloir séduire des pilotes. Quand on sait ce que ça coûte, on parle quand même d'environ 5 millions d'euros pour une voiture pour faire du Pro-Am, et que c'est pas simple d'arriver à trouver des pilotes après une saison 2024. Donc je sais que Vincent Voss travaille d'arrache-pied pour signer des pilotes. Il en a testé d'ailleurs pas mal, hein. Il y a pas mal de pilotes qui ont testé la voiture. Il y a Étienne Chély notamment qui a testé la voiture. Il y a Timur Bokuslavski qui était en contact. Donc il y a d'autres pilotes encore. Je crois qu'il y a Al Zuber aussi qui a roulé dans la voiture. Mais pour l'instant, je suis pas sûr que tout soit bloqué. Messieurs, nous allons enchaîner après BMW et Team WRT avec Corvette et TF Sport, l'association entre l'équipe de Tom Ferrier et le constructeur américain se poursuit. Toujours les deux Corvettes Z06 LMGT3R avec Danny Juncadella sur la numéro 33 et Charlie Eastwood sur la 81. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre? On a plusieurs échos
de la composition des équipages pour ces deux voitures avec potentiellement des pilotes bronze qui pourraient faire mal, comme on dit. Oui, bah c'est ça, puisque nous, un peu de ce qu'on avait entendu, Ben Keating, lorgne sur le WEC, pour des raisons qu'il nous a évoquées. Il estime que l'impact du pilote bronze sur l'MP2 en IMSA n'est pas assez important à ses yeux. On l'attend en WEC sur l'une des deux corvettes de TS Sport, et à ses côtés, on a entendu parler d'un Conor Village qui est très, et j'arrête, étonnamment resté silver. Et là, par contre, si on a un Keating Zilic Juncadella ou même un Keating Zilic Eastwood, ça va être dur à aller chercher. C'est du très solide. Mais en tous les cas, tu parlais de bonne fin de saison pour les Ferrari de Vista F Corse. Je pense que TF Sport et Corvette ont aussi réalisé une bonne fin de saison après un début de saison là aussi très décevant, notamment au niveau de la fiabilité. Donc, je pense que encore une fois, on a parlé à diverses reprises. Je pense que toutes les équipes vont de toute façon hausser leur niveau de jeu au niveau du pilote bronze s'ils veulent jouer la gagne. Il y en a qui ont trop pâti de ça cette année, et notamment TF Sport en a fait partie avec Koizumi. Je pense qu'ils vont le niveau des équipages de TF Sport va augmenter au niveau des pilotes bronze notamment, même si on avait cru comprendre que Tom Von Rumpeuy avait signé 2 ans, donc il pourrait repartir. Mais après, Tom Von Rumpeuy a fait une bonne saison, mais Koizumi, on l'a dit à plusieurs reprises, a un peu souffert de la comparaison avec les meilleurs bronzes. Thibaut, on enchaîne avec United Autosport qui a confirmé ce matin, c'est les deux premiers pilotes, Grégoire Saucy et Marino Sato. Donc on reste sur quelque chose de connu pour l'équipe de Zak Brown et Richard Dean. Les deux McLaren ont elles aussi terminé sur une pente ascendante. Est-ce que déjà on a quelques idées? On a vu que ça avait beaucoup roulé sur les deux McLaren à l'occasion du rookie test. Beaucoup de pilotes se sont succédés sur les voitures. Est-ce que ça Oui, peut laisser présager de l'identité des pilotes? à ce jour, il y en a un peu trop qui ont roulé pour avancer quoi que ce soit. C'est peut-être là où il y a le Mais plus pour le d'incertitude. Ouais, c'est ça. Et puis, mais bon, pour le coup, comme tu disais, c'est là aussi une fin de saison encourageante. Donc, je pense que je fais confiance à Richard Dean pour se concocter de bons équipages. Il n'y a pas de raison. Et donc, ce sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire. En tous les cas, on sait que ils ont été déçus de leur saison et ils veulent faire beaucoup mieux l'année prochaine. C'est une des dernières équipes LMP2 de très haut niveau, notamment avec TDS, à ne pas encore avoir franchi le cap en hypercar, en fait, puisque ça y est, Jota il passe avec Cadillac, à s'associer à un gros constructeur, on va dire, puisque Jota était déjà, c'était entre guillemets saigné pour passer à la catégorie Rennes et continuer à prouver qu'il méritait d'être associé à un grand constructeur. Et donc ça va être encore un objectif de United l'année à venir, de prouver qu'ils ont les armes pour grimper dans la catégorie Rennes. Et on en arrive à la grande nouveauté, messieurs, Iron Lynx, donc qui passe avec Mercedes AMG. On l'a évoqué en début de ce podcast, une Mercedes qui était dans les starting blocks, pardon, pour déjà 2024, mais ça ne s'était pas fait. Cette fois, le constructeur revient aux 24 heures du Mans et donc débarque en WEC, puisque ce sera le début d'une Mercedes en WEC, mais le retour de la firme allemande aux 24 heures du Mans pour la première fois depuis 1999, avec le scénario malheureusement que l'on connaît. Comment vous voyez les équipages? Est-ce qu'on peut... Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, deux grands habitués d'Iron Lynx, donc pas vraiment de surprise au niveau de ces deux pilotes. Maintenant, qui dans le giron Mercedes peut être un candidat selon vous pour cette nouvelle aventure en LMGT3 en WEC? On sait que Mercedes compte parmi les marques avec l'un des plus grands pools de pilotes, si on cite les Mark Wengel, les Luca Sauer, tous ces pilotes qu'on a l'habitude de voir en GT3. Il y a de quoi faire dans le clan Mercedes et voir quels seront les équipages. C'est un peu la surprise. C'est un peu la surprise parce qu'en début d'année, il n'y avait aucune rumeur ou rien qui laisse présager que Mercedes pourrait rentrer en 2025, même si du côté de Mercedes AMG, on a toujours dit qu'on était prêt si jamais une opportunité se présentait. Je pense qu'à chaque fois qu'on va voir Stéphane Wendel, qui est le patron de la compétition chez Mercedes AMG, on lui pose toujours la même question. Et donc lui dit toujours, bah oui, mais on n'a pas de place, oui, il n'y a pas d'entrée. Et là, je pense qu'il y a eu un filon avec Iron Lynx qui quittait Lamborghini et que Mercedes était prêt et que c'est la seule marque, si tu veux, qui est pas présente avec Audi et qui était prête pour rentrer. Maintenant, je vais faire un petit aparté quand même parce qu'il y a eu une rumeur ces derniers mois comme quoi Mercedes pourrait venir en hypercar à court terme, et ça, la réponse est non. Ce n'est pas prévu ni à court terme ni à moyen terme, et c'est pas parce que Mercedes vient en GT3, enfin en LMGT3,
qui a un programme hypercar qui est en cours de gestation et qui va sortir de derrière les fagots pour 2026. Maintenant, c'est un peu la surprise, ouais. C'est un peu la surprise, le fait que Iron Lynx aille chez Mercedes. Iron Lynx se tenait absolument à rester en WEC en LMGT3 et au niveau des équipages, on va voir ce que ça va donner. On sait déjà que Sarah Bovine ne sera pas de l'aventure, ça c'est officiel, elle va être sur d'autres programmes, mais certainement pas en Mercedes. Que Iron Lynx n'aura pas donc que 2 voitures, mais 3 voitures, parce qu'il faudra rajouter, on en parlera peut-être après, mais il y a aussi la Porsche des Iron Dam, qui sera managée par Mantei, et donc les 2 Mercedes Iron Lynx. Donc, comme tu l'as dit, je pense que Mercedes a suffisamment de pilotes de talent, et je pense notamment à un Maro Engel qu'on aimerait bien voir un jour au départ des 24 heures du Mans, qui est une course qui lui a toujours résisté. On sait que ce ne sera pas Jules Gounon, ça c'est sûr. Et après, il peut y avoir aussi, comme tu l'as dit, il peut y avoir Lucas Stolz notamment. Et puis peut-être que du côté de chez Mercedes, on peut aussi aller recruter des pilotes qui viennent d'ailleurs. Ça fait une marque en plus. Et bon, c'est pas encore dans la catégorie Rennes, mais après 26 ans d'absence, Mercedes AMG sera bien au départ des 24 heures du Mans et pas seulement sur le Road to Le Mans comme c'était le cas les dernières années. Thibaut, on passe à Proton. Donc Proton, on en a parlé plus tôt dans ce podcast Track Limit by Minerva Oil, avec la présence renouvelée en hypercar avec la 963. Il y aura toujours les 2 Ford Mustang MGT3 pour l'écurie de Christian Reed, Ben Barker et Dennis Olsen. Bon, zéro surprise, de pilotes badgés Ford qui sont confirmés pour ces 2 voitures. Est-ce que là aussi, avec le départ notamment, on va y revenir, de Ryan Hardwick du côté de chez Mantei, on va s'attendre à du changement dans les équipages, mais à quel point? Oui, forcément, les 2 pilotes pro ont été confirmés. On ne peut pas dire que la Mustang ait réussi la saison rêvée. Elle a été performante au Mans avec un podium, un circuit avec des longues lignes droites. Il faut que la voiture est encore neuve, il faut encore qu'elle progresse beaucoup. Mais oui, faut s'attendre à beaucoup de changements, c'est clair. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont encore un petit peu dans l'expectative. Ils savent pas vraiment comment ça va se passer. C'est ce qu'on disait dans un article qu'on a écrit. Cette catégorie d'MGT3, les engagements sont quand même pendus à l'apport financier des pilotes, le silver et encore plus le bronze. Donc c'est la raison pour laquelle il y a encore pas mal de cases vides, et notamment chez Proton Compétition. Et c'est vrai que la perte de Ryan Hardwick n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Il connaissait très bien l'équipe. Par contre, il avait beaucoup roulé dans des 911. Là, il a tenté l'aventure Proton Mustang. Apparemment, il a été déçu, puisqu'il retourne chez Manthey, il retourne chez Porsche. Donc voilà, il faudra voir. Après, cette voiture, elle a forcément du potentiel, et voilà, il faut juste notamment un petit peu l'améliorer sur tout ce qui est phase de freinage, en virage et tout ça, et puis ça devrait aller. Mais là, encore une fois, comme pas mal d'autres équipes, ils sont un petit peu dans l'expectative au niveau de l'équipage. On est au mois de novembre, la saison commence en février. C'est pas simple, l'histoire d'une catégorie Pro-Am, il faut aller arriver à séduire. C'est quand même une catégorie qui coûte quand même beaucoup d'argent. Évidemment, le GT3, on l'a vu cette année, de par l'aura de la catégorie hypercar. Forcément, c'est un peu remis au second plan en termes de visibilité et en termes de retransmission télé. Alors, d'un côté, on peut le comprendre, parce que l'hypercar, c'est un peu ce qui cannibalise le reste. Il faut arriver à trouver des équipages, et c'est sûr et trouver des pilotes, pardon, et réunir des équipages. Et c'est pas forcément facile. À Codis ASP, Laurent, on connaît très bien l'équipe de Jérôme Polican qui rempile pour une 2e année en WEC. Si sur la 87, on garde José Maria Lopez, qui était présent en 2024, en revanche, on a une belle recrue sur la numéro 78, puisque Ben Barnicot viendra remplacer Kelvin van der Linde en tant que pilote de pointe, capitaine un petit peu de route de cette voiture. Bon, c'est un peu une assurance tout risque, Ben Barnicot, c'est lui qui a été champion en IMSA en GTD Pro avec Vasseur Sullivan. Même si la voiture n'est pas tout à fait la même, pour apporter quand même, je pense, un sacré bagage technique et de belles connaissances à l'équipe de Rabastens. C'est un peu la même chose que WRT. Bon, nous, c'est 2 équipes, aussi bien à Codis ASP que WRT, qu'on a l'habitude de suivre depuis maintenant plus de 10 ans dans les championnats SRO, et que ça fait partie du haut du panier des équipes. Mais c'est un peu le même problème que pour WRT. Jérôme Polican a un peu le même problème que Vincent Voss. C'est que la Lexus, qui est quand même, par contre, contrairement à la BM, la Lexus est quand même une voiture, entre guillemets, qu'on peut dire vieillissante, parce que c'est une voiture qui est quand même sortie en 2016. Donc, qui date. C'est une voiture qui a été développée à la base plus pour des pilotes professionnels que pour des gentlemen. Donc, forcément, c'est difficile de s'en sortir, et que cette voiture a quand même subi plus de modifications que les autres pour qu'elle puisse rentrer dans cette fameuse fenêtre de performance pour l'homologation à LMGT3, et que la saison n'a pas été simple. On a vu qu'on ment quand même sur
sur un circuit quand même où il y a de longues lignes droites. La Lexus s'est quand même plutôt bien comportée, enfin les deux Lexus. Sur un plan comptable, en fin de saison, quand il faut faire les comptes et compter le nombre de points, bah, c'est un peu compliqué pour Acodis ASP, ou plus, du moins plus pour la Lexus que pour Acodis. Mais que maintenant, bah, il faut arriver à séduire des pilotes. Il y a encore un an à faire avant l'arrivée de la nouvelle voiture. Donc je pense que tout le monde attend cette nouvelle voiture qui continue de rouler en essai. Mais il faut rouler. Donc Kelvin est parti chez Lamborghini. Alors je pense plus pour un programme DTM avec Apt, même si ça c'est plus une intuition personnelle qu'autre chose. Et que du côté d'Acodis, bah, comme tu l'as dit Pierre, Ben Barnicoat, c'est l'assurance tout risque, ça c'est clair. Du côté de José Maria Lopez, bah, ça va continuer. Donc maintenant, Esteban Masson par exemple ne peut plus rouler parce que lui passe de Silver à Gold. Il a d'autres programmes qui sont en vue. Que Timur Bokuslavski l'année dernière est parti en cours de saison. Je pense qu'un Arnold Robin peut très bien être amené à rempiler. Qu'on a entendu parler de Petru Razvan Umbrarescu qui passe bronze l'année prochaine, qui était certainement pas le meilleur silver jusqu'à présent, mais le fait qu'il repasse en bronze, là par contre, ça fait quand même partie des atouts. Donc est-ce que c'est lui qui va être officialisé dans la Lexus? Peut-être, mais il y a encore. Lorsen aussi, qui a Il y a terminé Conrad Lorsen qui a roulé à Nice. Bahreïn. Pour en avoir parlé avec Jérôme, s'il a roulé à Bahreïn, c'était normalement pour l'enrôler l'année prochaine. Donc c'est sûr que Conrad Lorsen, ça fait aussi partie des plans. Mais bon, on va voir ce que ça va donner aussi en termes de BOP pour cette Lexus. Et puis, ouais, c'est pas simple de trouver des pilotes. Messieurs, il nous reste une marque à étudier, à aborder pour cette liste LMGT3 et pour conclure ce tour d'horizon de la liste des engagés du championnat du monde d'endurance 2025, c'est Porsche et donc Manthey qui sera aux manettes encore une fois des 2911 GT3R. Manthey sur la numéro 92 sera en bannière First Form avec l'arrivée de Ryan Hardwick, donc bon, une arrivée qui était déjà officialisée avant la publication de la liste avec notamment Richard Litz qui sera toujours le pilote de pointe de cette voiture, la numéro 92 qui portait l'an dernier le numéro 91. Et en revanche, celle qui était la numéro 92 l'an dernier passe donc avec la bannière Iron Dems comme annoncé depuis plusieurs semaines, avec donc Célia Martin, Raël Frey et Michel Gatting. Comme on vous l'a dit, Sarah Bovy ne sera pas de la partie. Comment vous voyez les choses chez Manthey avec l'équipe championne en titre qui repart avec certaines bases comme on peut le voir avec Richard Litz, mais il faudra intégrer un petit peu la nouveauté Iron Dems. Bon, écoute, Richard Litz, c'est pareil. Richard Litz, ça fait partie des pilotes qui sont fidèles à Porsche depuis des années et à la catégorie GT. Donc, c'est sûr que la nouveauté, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'arrivée de Ryan Hardwick et de First Form, qui est son partenaire principal. Donc là, bon, on va voir après ce que ça va donner. On a vu que la première saison de la Porsche avec notamment Alex Malikin, mais même l'autre voiture avec Yasser Shahin n'a pas démérité. Du coup, Yasser Shahin sera pas dans le game non plus, puisque Célia Martin est sur la Porsche d'Iron Dam, qui est un équipage entièrement féminin. Et donc, c'est Ryan Hardwick, le bronze de la Porsche. Donc, on peut supposer que Yasser Shahin, qui a testé aussi d'autres voitures à Bahreïn, du coup notamment la Lamborghini, ce qui était peut-être pas le bon choix vu qu'il n'y a pas de Lamborghini cette saison. Mais la deuxième voiture, c'est surtout celle-ci évidemment qui va attirer un petit peu l'attention avec un équipage féminin, avec Michel Gatting qu'on annonce depuis pas mal de temps comme pilote officiel Porsche en 2025. Qui est la pilote gold de l'équipage, et Raël Frey donc qui prend la place de Sarah Bovy si on peut dire, puisque maintenant les deux sont silver en 2025 aussi, et que Célia Martin est promue en tant que pilote bronze de l'équipage, qui a fait une saison convaincante en Michelin Le Mans Cup sur une Lamborghini, et qui a roulé aussi aux États-Unis en IMSA là en essai à Daytona sur la Porsche. Et donc que la Porsche Iron Dam donc sera bien managée donc par Manthey en WEC, programme ELMS et le programme IMSA normalement sera toujours lui managé par Proton Competition comme c'était le cas cette année. Et donc messieurs, petite quand même à noter, petite information, c'est que les champions sortants en pilote LMGT3 ne seront donc pas de la partie, ne défendront pas leur titre puisque Alex Malikin, Joel Sturm et Klaus Bachler ne sont pas sur cette liste des engagés. On sait notamment que Alex Malikin passera au P2, Thibaut. Oui, exactement. Les champions ne remettent pas le couvert. On a Alex Malikin qui va déjà s'essayer au LMP2 en Agenum Series. Il devrait poursuivre l'aventure avec une autre équipe en ELMS, en P2 également. Klaus Bachler, il a testé pour Au Racing en IMSA. Donc, je ne serais pas étonné qu'il parte sur une campagne IMSA avec Rexy
en GTD Pro pour tenter d'aider l'équipe américaine à conserver son titre. Ce sera entre guillemets un des grands absents, hein. Le champion ne remet pas sa couronne en jeu. Je pense qu'on reverra Alex Malikin au 24 heures du Mans et c'est entre guillemets la suite logique parce que il a prouvé clairement l'année dernière, il a été une classe au-dessus de tous les pilotes bronze. Alors le titre, il le doit pas qu'à ça, il le doit à une équipe nantaise qui a fait un travail remarquable, équipe qui connaissait le championnat, qui connaissait la voiture, donc c'était aussi, il partait quand même avec des atouts. Mais voilà, ça n'a rien de surprise de ne pas revoir Alex Malikin l'année prochaine. C'est normal, il relève de nouveaux défis, il passe Silver, donc ce sera très intéressant de le voir en P2. Et justement, tu parlais, Laurent, de pilote Silver qui se refaisait déclasser bronze. Je pense que Malikin, il va pas repasser bronze parce que je pense que vu le niveau qu'il a montré, ce sera encore un très bon. Même en Silver, il sera très bon. C'était l'état des lieux de la liste des engagés du championnat du monde d'endurance 2025 qui est paru ce vendredi 22 novembre en fin de matinée. Messieurs, merci pour ce tour d'horizon. On va évidemment suivre l'intersaison avec les futures confirmations, donc des blancs qu'il y a dans cette liste pour compléter les équipages. Et évidemment, ce sera à suivre sur Endurance Info tout au long de l'hiver. Merci messieurs, on se donne rendez-vous très rapidement dans un nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Ciao tout le monde. Ciao.